Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 25 octobre 2022. Et hier, donc lors de la première séance de la semaine, les indices européens ont terminé la journée en nette hausse. Le DAX et le CAC 40 ont gagné plus de 1,5% chacun grâce notamment à la progression des entreprises de services publics et des sociétés industrielles. Alors l'appétit pour le risque est revenu sur les marchés après la confirmation de Sunak comme nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Alors sur le front des données, hier on a pris connaissance de certaines données d'importance. C'était la journée des PMI, PMI flash. On a pris connaissance dans un premier temps des données en provenance de France, ensuite les données d'Allemagne et les données de la zone euro. Alors en France, ce qu'il faut noter, c'est que concernant les services, on reste au-dessus des 50, donc on est toujours en expansion. Lorsqu'on est en dessous des 50, on sort donc du territoire d'expansion et c'est à partir de ce moment-là où on doit s'alarmer. L'indice PMI manufacturé, quant à lui, est sous le niveau des 50. Donc il a chuté à 47,4. Alors au Royaume-Uni, à noter qu'on a pris connaissance également des mêmes données, des indices PMI toujours en baisse, ce qui indique que l'économie britannique se dirige vers une récession. On a pris connaissance également de certaines données en provenance de Chine, des données qui avaient été retardées, souvenez-vous. Ces données ont fait état d'une croissance du PIB au troisième trimestre de 3,9%, ce qui était supérieur aux attentes des analystes qui tablaient pour une croissance à 3,5%. C'est un rebond par rapport au second trimestre, mais c'est bien en dessous de l'objectif de 5,5% qui est fixé par le gouvernement. Et d'ailleurs, beaucoup de choses concernant la Chine, on va y venir, parce que il y a eu des événements en Chine qui ont failli peser sur Wall Street. Il y a eu un sell-off des actions chinoises qui sont cotées sur le marché américain. Alors on notera que Xi Jinping a obtenu un troisième mandat. Les investisseurs s'attendent donc à une poursuite de la répression dans le secteur des tech chinoises, donc dans le secteur technologique. On notera d'ailleurs, entre parenthèses, que Tesla a chuté après des réductions de prix en Chine. Et concernant la Chine, cette victoire de Xi Jinping suscite donc des inquiétudes concernant le gouvernement autoritaire et aussi aux entreprises chinoises. De plus, Xi Jinping a nommé ses partisans à l'un des principaux organes décisionnels de la Chine. Bon. Alors effectivement, la politique zéro Covid, ça devrait se prolonger, ça ce n'est pas une bonne nouvelle pour le pétrole, ça devrait être baissier si c'est le cas, et le climat d'investissement en Chine pourrait se détériorer davantage pour les entreprises nationales et internationales. Alors au passage, on notera qu'Allianz voit tout de même une chance que la Chine lève sa politique de zéro Covid dans les 6 prochains mois. Et donc dans ce contexte-là, les sociétés chinoises qui sont cotées aux États-Unis ont perdu plusieurs pourcents, donc d'énormes baisses pour ces actions-là. On notera notamment Tencent, Alibaba qui ont perdu beaucoup de terrain, le Crane Shares China Internet Index ETF, c'est un ETF qui donne une exposition aux entreprises chinoises qui opèrent sur Internet. Alors cet ETF a perdu près de 12%, ce qui est considérable. Et en plus de cela, dans ce contexte, on a eu un yuan qui a chuté à un niveau record par rapport au billet vert, étant donné que la Chine essaye d'affaiblir le yuan, elle essaye d'affaiblir sa monnaie pour soutenir les exportations. Donc voilà concernant la Chine, beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors malgré ce repli des entreprises chinoises qui sont cotées à New York, les indices américains ont résisté. On a pris connaissance aux États-Unis des PMI des services et PMI manufacturiers. On a eu une contraction, donc on est passé sous la barre des 50. On n'est plus en expansion, on est passé sous les 50. On est donc en contraction aux États-Unis, comme vous pouvez le voir ici. Alors par exemple, là, pour le secteur manufacturier, on pensait qu'on allait rester encore en territoire d'expansion, mais on est passé en contraction, on est passé sous la barre des 50. La contraction était attendue dans les services, elle s'est confirmée, même plus qu'attendue, à 46,6. Donc, ça a renforcé ces données-là, ces mauvaises nouvelles ont été une bonne nouvelle. Je vous le rappelle, on est dans cette configuration de schizophrénie des investisseurs où les mauvaises nouvelles concernant l'économie américaine sont une bonne nouvelle car cela renforce la possibilité que la Fed assouplisse son cycle de resserrement dans les mois à venir. Alors ce qu'on attend maintenant, c'est une baisse
des hausses de taux. On en a parlé ça aussi. On a des hausses dernièrement de 75 points de base. Il faut qu'on passe maintenant à des hausses de 50 points de base pour repasser à des hausses de 25 points de base avant de marquer le pas. Donc voilà pour ce résumé de l'actualité, ce point de marché, hein, on n'en a pas fait depuis un moment car il n'y a pas eu de Good Morning Market hier, il n'en a pas eu vendredi non plus. Ah oui, également il faut faire un point bien entendu sur le marché de l'énergie, sur le front très précisément de la crise énergétique en Europe, avec des prix du gaz aux Pays-Bas, donc en Europe, qui sont passés sous la barre des 100 € le mégawattheure, et c'est pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine. Je vous rappelle qu'il y a des cotations pour le gaz naturel européen, des cotations pour le gaz naturel américain. Chez XTB, nous proposons les cotations pour le gaz naturel américain qui répond à des fondamentaux bien entendu différents. Le voici, on va en parler aussi plus en détail. Alors un mot d'abord un mot sur les prix du gaz naturel européen. Pourquoi une baisse? Pourquoi passer sous le seuil psychologique des 100 € le mégawattheure? Que s'est-il passé? Alors il n'y a pas eu de nouvelles, il n'y a pas eu de fin de conflit par exemple, ou bien de réapprovisionnement massif en gaz naturel de la Russie. Pas du tout, hein. C'est simplement donc pour des raisons de stockage. Les entrepôts en Europe sont pleins. On a eu un mois d'octobre très chaud par rapport aux moyennes saisonnières. Les prévisions météorologiques sont plutôt bonnes pour les mois à venir et donc on s'attend à une demande relativement faible lors de cette prochaine saison de chauffage par rapport aux précédentes années. Alors dans ce contexte-là, on a eu des contrats à terme sur le gaz naturel américain qui ont rebondi du support à 5,35. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à une augmentation des exportations de GNL, de gaz naturel liquéfié. Je vous rappelle précédemment, il y avait une baisse du gaz naturel américain, ici, que vous avez sous les yeux, parce qu'il y avait donc certains problèmes pour les exportations, certains terminals d'exportation qui n'étaient pas opérationnels, et donc cela permettait d'avoir plus de gaz naturel américain pour la demande domestique. Donc cela a pesé sur les cours du gaz naturel. Alors à présent, on a davantage de terminals disponibles pour le GNL, donc augmentation des exportations de GNL, parce qu'on a des maintenances qui arrivent à leur fin, notamment Berkshire Hathaway Energy, Cove Point LNG et Freeport. Donc beaucoup de maintenance qui touchent à leur fin à ce niveau-là. Donc on va augmenter les exportations très certainement. Et cela a permis un rebond. Alors on en profite pour faire le technique à ce niveau-là. On rebondit très exactement, je vous le rappelle, sur l'objectif théorique de cette figure en épaule-tête-épaule. On reporte la hauteur de la tête sur le breakout et on a atteint l'objectif théorique. On avait marqué une pause ici sur la projection d'Osoda V à la sortie de cette figure en épaule-tête-épaule avant de le casser. Vous voyez, avec un gap de rupture d'ailleurs, ce qui nous montre, ce qui nous prouve que ce niveau était un support très important. Pour le franchir, il a fallu un gap, une absence de cotation avant d'aller vers l'objectif théorique de cette figure en épaule-tête-épaule. Voilà où nous en sommes d'un point de vue technique sur le gaz naturel. On a vu où est-ce qu'on en est à peu près d'un point de vue du gaz naturel américain et du gaz naturel européen, et pourquoi le gaz naturel européen est passé sous la barre des 100 € le mégawattheure, qui est coté donc aux Pays-Bas, tout simplement pour des raisons de stockage. Donc voilà, et un dernier mot par rapport au gaz naturel. Il y a eu un rapport Bloomberg qui est apparu, et selon ce rapport-là, la participation du Royaume-Uni et de la Suisse serait nécessaire pour mettre en œuvre efficacement le plafonnement des prix du gaz naturel et de l'électricité dans l'Union européenne. Voilà pour le gaz naturel. Bon, exceptionnellement, on allait sur le graphique parce qu'on a parlé de cette différence entre le gaz naturel américain et le gaz naturel européen. Un mot sur le pétrole, peut-être. On a eu un recul lundi. C'est suite à ces données chinoises qui a montré que la demande de l'Empire du Milieu, donc du plus grand importateur de brut au monde, est resté faible en septembre. C'est à cause des restrictions du Covid qui persistent, donc cette politique zéro Covid, mais aussi les restrictions sur les exportations de carburant qui ont étouffé la consommation. Donc voilà pour le secteur de l'énergie. J'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On a fait un tour, on a parlé du contexte de marché. Alors parlons bien, parlons technique à présent. Voici devant vous le DAX en données journalières. Alors ici c'est très intéressant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on atteint une résistance très importante. C'est le seuil psychologique des 13 000 points. Alors si on parvient à casser ce seuil psychologique des 13 000 points, je pense qu'on pourra aller chercher les 13 423 points. Mais attention à cette semaine. Tout dépendra
de la publication des résultats des valeurs technologiques. C'est la semaine la plus importante de la saison des résultats. On prendra connaissance donc de mégatech américaines et c'est ce qui va driver le sentiment de marché, c'est ce qui va porter ou entraîner à la baisse les indices mondiaux. Alors ici, on fait face donc aux 13 000 points. Si on casse les 13 000 points, c'est une très bonne chose. C'est un signal d'achat. Mais il faudrait une confirmation et la confirmation serait la traversée du nuage. Donc ce n'est pas gagné. Je pense qu'il faudrait se hisser au-dessus des 13 220 points pour espérer aller chercher cette projection d'Osoda à 13 423 points. Donc certes, on est très bien orienté. Deux belles séances de hausse. Mais on fait face à une résistance, malgré une ouverture qui devrait se faire dans le vert lors de la session européenne. On fait face au seuil psychologique des 13 000 points. Et c'est à ce niveau-là que les vendeurs pourraient reprendre la main pour un éventuel retour à 12 700 points. Donc prudence sur le DAX allemand. Et ici, en données H4, on le voit, on a tout de même atteint une projection d'Osoda de court terme que je vous ai mis ici en journalier. Vous voyez la projection d'Osoda de court terme, la projection d'Osoda de moyen terme. Celle-ci est visible en H4, celle-ci est largement visible en journalier. Et le signal a bien eu lieu lors du passage au-dessus des 12 715 points. Alors on voit ici en données H4, on a atteint l'objectif théorique de la projection d'Osoda de court terme. Et ce sont les 13 000 points très exactement. Et pour espérer aller chercher 13 250, retracement de Fibo à 38,2%, qui est donc un objectif intermédiaire avant ici la projection d'Osoda. Et donc pour aller chercher ce niveau-là, il faudra s'installer au-dessus du seuil psychologique à 13 000 points et franchir le nuage en données journalières. Et pour plus de facilité, plus de visibilité, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un Ichimoku en données journalières sur ce graphique en données H4. Pour cela, je ne garde que la SSA et la SSB qui forment à eux deux, donc l'espace entre les deux, l'écart entre la SSA et la SSB, c'est justement notre nuage et on va l'appliquer en données journalières sur ce graphique qui est en données H4. Alors ne faites pas comme moi, sélectionnez l'intervalle avant de décocher, sinon il faudra tout refaire à zéro. Donc voilà notre nuage, voilà le niveau qu'il faudra franchir pour espérer une étendue du rebond du DAX. Qu'en est-il du Nasdaq? Le Nasdaq a franchi sa Kijun, on y verra beaucoup plus clair en données H4. Concernant le Nasdaq, voici la projection d'Osoda, 11 812 points, c'est le niveau, très précisément le niveau à aller chercher. Depuis qu'on a cassé les 11 140, ça renforce le signal d'achat qui a été généré à la cassure des 11 260, mais bien entendu, tout cela dépendra des résultats des valeurs technologiques. Est-ce que les techs vont surprendre, comme ça a été le cas pour Netflix? Alors bon, d'ailleurs Netflix, assez impressionnant, cette hausse de la semaine dernière, vous voyez, une hausse hebdomadaire de plus de 20% pour Netflix. Netflix qui a surpris, Netflix qui renoue avec la croissance de nouveaux utilisateurs. Alors est-ce que les techs vont surprendre positivement à l'image de Netflix? À suivre. En tout cas, c'est ce qui permettrait d'aller chercher ce niveau-là, cette projection d'Osoda, et donc ça nous permettrait d'effacer l'ensemble des baisses qui avaient été initiées à partir de la fin du mois de septembre. S&P 500, alors ça ressemble énormément, ici on a une projection d'Osoda à ce niveau-là, 3871, qui correspond à un palier de Kijun visible en données journalières. C'est ce palier de Kijun ici. Et à l'heure actuelle, justement, alors je vous rappelle que ces paliers de Kijun, c'est-à-dire que lorsque la Kijun est en ligne droite, en horizontale, si on la prolonge, c'est un niveau de résistance. Par exemple, ici, jusqu'en novembre, ça pourrait être un niveau de résistance. Et pareil, on fait face à l'heure actuelle à un premier palier et on a le second palier de Kijun à 3864 et ce second palier de Kijun, c'est plus ou moins justement la projection d'Osoda. Donc vous voyez, premier palier de Kijun à franchir, de Kijun journalière, à franchir en début de séance européenne pour espérer aller chercher le second palier de Kijun journalier qui correspond à la projection d'Osoda. Vous voyez, en regroupant un peu tout ça, on arrive à avoir des signaux qui vont dans le même sens et d'avoir des niveaux qui se retrouvent. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones qui s'approche ici de ce nuage. Vous voyez, ça ressemble énormément au DAX en données journalières. Donc un Dow Jones qui s'approche de son nuage et voyez en données H4 ici, c'est la résistance à aller chercher. On a déjà atteint la projection d'Osoda de court terme.
Alors la projection ici, alors je vérifiais simplement à voir si on n'avait pas un double creux. Hein, il aurait fallu moins de 26 périodes, mais ce n'est pas le cas. Donc le Dow Jones, il faudra franchir le nuage pour espérer aller chercher les 32 500 points à suivre. C'est la saison des résultats qui devrait donner le rythme de cette semaine. On passe à présent sur le marché des crypto-monnaies. Pas grand-chose pour le moment sur les cryptos. On s'endort un peu dans ce range avec un nuage qui pourrait exercer une certaine pression très prochainement. C'est ce qui m'effraie. Vous voyez le range pour le Bitcoin, on est vraiment en plein milieu du range, on oscille autour du nuage. Vraiment rien à signaler pour le moment. L'Ether, on s'est quelque peu redressé, on marque le pas, on a une résistance aux alentours des 1380, on porte des 1400 $, mais il ne se passe rien pour le moment. En données H4, on veut nous donner ce signal de la cassure des 1340, mais il n'y a pas de réelle confirmation. Si on arrive vraiment à se hisser au-dessus, on pourrait espérer un Ether qui va chercher les 1420 pour finaliser cette projection de soda, cette vague en ABCD. Mais pour le moment, il ne se passe rien. Sur le marché des matières premières, il s'en passe des choses. Par contre, on a déjà parlé du gaz naturel. On va passer au gold. Alors le gold, c'est très intéressant parce que c'est un setup, c'est une configuration qu'on a déjà vue il y a quelques semaines. Alors ici, on a la cassure de la ligne de coup, de ce double sommet. On ne va pas la refaire dès le début, mais on connaît le topo de cette figure de long terme, figure chartiste. Le problème, c'est qu'à court terme, on a une autre figure en cours de formation. C'est un double creux. Alors qui aura raison? Le double sommet en hebdomadaire qui pourrait nous emmener très très loin à la baisse sous les 1400 $ l'once, ou ce double creux qui, s'il continuait sa formation, pourrait nous hisser, je pense, aux 1900 $ l'once, je vais le vérifier, non même pas, simplement 1830 $ l'once. Donc souvenez-vous, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, c'est quelque chose que l'on a vu ici. Oui, alors c'était là très exactement, on avait un double creux en cours de formation. À l'heure actuelle, on en est là par rapport à la situation précédente. Donc je vais mettre cela en rouge. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. D'un point de vue, donc ce point-là est équivalent à celui-ci. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a déjà vu. Un premier creux, tentative de reprise. Premier creux, tentative de reprise. Échec, second creux. Donc un double creux. On repart pour finaliser la figure. Mais il y a un échec à proximité de la Kijun. Donc vous voyez ici, on était reparti, échec à proximité de la Kijun, et on marque un nouveau creux. Donc, est-ce que le gold va nous refaire le même scénario? On aura la réponse, je pense, demain ou après-demain. Tout dépendra très certainement du billet vert, mais bon, très peu de chance, je pense, de voir la formation ici de ce double creux, parce qu'il faudrait franchir le nuage. Avant ça, il faut franchir la Kijun, donc à suivre. En tout cas, on la verra venir, cette figure en double creux. Mais ici, c'est intéressant de noter cette opposition entre figure de long terme, donc double sommet à connotation baissière, premier sommet, second sommet, ligne de coup, objectif théorique, et double creux en cours de formation à connotation haussière, pour aller chercher, on a dit 1820, il me semble. Donc à suivre, en tout cas, ça ressemble énormément à ce que l'on a déjà vu précédemment, avec ici une ligne de coup à ce niveau-là, et cette ligne de coup correspond à la précédente projection d'Osoda qui part depuis les records historiques. Donc encore des éléments qui viennent se confirmer. Cette projection d'Osoda est aujourd'hui ligne de coup d'une potentielle figure en double creux. Donc voilà pour le gold, situation mitigée, vous l'aurez compris. Pareil pour le pétrole. Alors le pétrole, on ne sait pas quoi faire à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de débats d'ailleurs aux États-Unis concernant cette libération des réserves stratégiques, donc des SPR aux États-Unis. Alors beaucoup de critiques concernant Joe Biden. Beaucoup d'intervenants disent que les réserves stratégiques ne sont pas là pour satisfaire la politique du président américain. Ces réserves stratégiques sont là pour garantir l'autonomie des États-Unis en cas de crise majeure, de crise énergétique. Donc ce n'est pas là, ou en cas de guerre par exemple, elles ne sont pas là pour satisfaire la politique de Joe Biden, parce qu'il faut savoir qu'il y a les élections de mi-mandat, et bien entendu ce qui est très important dans des élections, c'est les prix du carburant. Et donc Joe Biden essaye de donner un maximum, de baisser un maximum les prix du carburant avant les élections de mi-mandat, parce que ce serait dramatique pour lui. Un échec aux élections de mi-mandat, cela ne lui permettrait pas d'appliquer sa politique. Donc
Il y a de la politique qui vient s'immiscer, de la politique américaine qui vient s'immiscer sur le marché pétrolier. Donc c'est de plus en plus compliqué de tirer son épingle du jeu à suivre. En tout cas pour le moment, d'un point de vue technique, seul un passage sous les 81, sous les 81 dollars pardon, nous permettrait d'envisager les 76-70, un niveau peut-être qui forcerait les États-Unis à acheter du pétrole pour remplir leurs réserves stratégiques, ce qui ferait rebondir les cours du pétrole WTI. Mais en tout cas, on attend pour le moment un réel catalyseur. Gaz naturel, on en a parlé. Café, alors bravo pour ceux qui ont pris ce trade. Vous voyez, le café y est allé. Hein, je pense que la personne concernée se reconnaîtra. Toutes mes félicitations. Alors effectivement, il y est allé. Il a même surpassé. Ici, vous voyez, hein, ça ne ment pas. Hein, c'est un pattern de chandelier japonais de retournement. Donc ici, le retournement aura lieu. Le retournement est en cours au niveau de la projection d'Osoda. Ça a été plutôt, comment dire, précis. Vous voyez ici cette clôture d'une précision chirurgicale sans dommages collatéraux. Donc, très belle projection d'Osoda, très précise. Alors malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, hein, je tiens à le dire. Cette fois-ci, ça a été extrêmement précis. Souvenez-vous, on en avait parlé sur le DAX d'ailleurs. On avait une projection d'Osoda sur le DAX. On s'était approché de cette projection d'Osoda et j'avais dit qu'il vaut mieux clôturer parce qu'on n'y va pas forcément précisément. C'était ici que je vous l'avais dit. Alors finalement, on s'est replié et on y allait très précisément. Donc vous voyez, mais pourquoi je vous avais dit de clôturer? Parce que vous voyez quand même, il y a eu un beau repli et les chances sont grandes de clôturer sa position et psychologiquement de ne pas tenir ce repli pour aller chercher très précisément l'objectif théorique, surtout quand il y a quelques points à aller chercher. Ça ne vaut pas le coup de se faire une telle frayeur pour le principe d'aller très précisément à la projection d'Osoda et donc aux 13 000 points. Mais vous voyez ici, j'avais recommandé de clôturer, mais finalement on y allait. Mais il valait mieux clôturer parce qu'il y avait quand même une baisse conséquente, une baisse de plus de 3% derrière avant d'aller chercher l'objectif théorique très précisément. Mais le café ne nous a pas fait souffrir ici et on y allait très précisément. Même on a surpassé avec un pattern de retournement à ce niveau-là qui pourrait être annonciateur d'un retour au seuil psychologique des 200. Et je pense que lorsqu'on va arriver, lorsque le rebond sera plus avancé, à 200, on aura la Tenkan qui vient renforcer ce seuil psychologique. En tout cas, à suivre pour le café. On passe sans plus tarder sur le marché des changes. Pas grand-chose à dire. Le billet vert est en train de temporiser ici, même niveau. Hein. On tente quelques percées haussières avec des échecs. Vous voyez ici en données H4, on n'arrive pas à acter cette sortie du nuage par le haut. Par contre, on l'a acté par le bas, mais on a une Kijun journalière qui tient les cours. On l'a vu ici hein, en journalier, vous voyez. J'ai simplement ajouté cette Kijun sur le graphique H4. L'euro-dollar donc en profite pour respirer sous le niveau, sous le seuil de parité. Un seuil de parité qui est tout de même assez haut à l'heure actuelle. Hein, on est à 1,22% du seuil de parité et un nuage qui vient exercer une certaine pression baissière. Je ne serais pas étonné de voir les vendeurs reprendre la main sur ce marché-là, sur le marché de l'euro-dollar, avant la fin de la semaine. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour donc votre temps. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. Et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Merci à toutes et à tous. Au revoir.